Salut mes écolos préférés, bienvenue dans ma cabane dans les arbres pour parler de ressources. Car quand on s'inquiète des enjeux écologiques, on parle souvent de la transition énergétique pour réduire les gaz à effet de serre. Mais pour discréditer cette transition énergétique et notre frénésie de consommation, on va souvent pointer du doigt l'exploitation de nos ressources en minerais, en montrant qu'à ce rythme de consommation, on va bientôt ne plus avoir de ressources. Voici un exemple de graphique hyper inquiétant qui montre qu'à ce rythme de consommation, on n'aura bientôt plus de minerais. Par exemple, pour l'argent, on n'aurait plus que 8 à 21 ans de réserve. Et pour le cuivre, si utile pour la transition énergétique, on n'en aurait plus que pour 37 ans. Mais que 14 si on fait la transition vers les énergies renouvelables et l'électrification massive de notre économie. Flippant quoi! J'avais montré ce graphique dans une précédente vidéo et un internaute m'avait dit qu'il ne fallait pas trop surinterpréter ce que l'on pouvait en déduire. Je suis bien d'accord avec lui. Et vu que je rêve que cette chaîne dépasse ma petite personne, je lui ai proposé de co-rédiger cette vidéo. En plus, il est suisse, donc cette chaîne devient internationale. Merci à toi Cyril. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce graphique? Regardons dans les entrailles de la Terre et de notre cerveau pour le découvrir. Ces graphiques sont justes et les chiffres qu'ils contiennent aussi. Cependant, c'est l'interprétation que nous en faisons qui s'avère erronée. Ils nous laissent croire que la transition énergétique est vouée à l'échec dans quelques décennies, car les ressources ne seront plus là. Or, pour les spécialistes du domaine, il y a une différence fondamentale entre les ressources et les réserves, tandis que pour la majorité d'entre nous, ce sont des termes interchangeables. Prenons l'exemple du cuivre. La production annuelle des mines correspond à environ 20 millions de tonnes par an, tandis que les réserves reportées par les entreprises du secteur sont de 790 millions de tonnes. Au rythme de production actuel, ça correspond bien à environ 40 années. Par contre, les ressources identifiées par ces mêmes entreprises s'élèvent à 2100 millions de tonnes, soit plus d'un siècle de production. Mais si l'on compte maintenant les ressources qui ne sont pas encore découvertes, mais suspectées, les géologues estiment que nous disposons de plus de 5 milliards de tonnes de cuivre théoriquement accessibles dans la croûte terrestre. On est donc bien loin du pic copper, copper voulant dire cuivre, que certains prédisent depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, le très populaire rapport Meadow, publié en 1972, estimait qu'il nous restait 21 années de cuivre. 50 ans plus tard, on ne peut que constater qu'ils se sont royalement plantés. En fait, malgré l'augmentation de la production minière, les réserves aussi ont augmenté au même rythme. Pour comprendre ce phénomène, il faut se mettre à la place des entreprises, majoritairement privées, qui exploitent ces mines et qui doivent donc le faire de manière rentable. Afin de s'assurer de la rentabilité de la mine, l'exploitant doit 1. Investir massivement dans des forages d'exploration pour s'assurer de l'existence et de la qualité du gisement, et ainsi identifier la ressource. 2. Afin d'ouvrir une mine, il doit aussi s'assurer que l'exploitation peut se faire selon les règles environnementales, légales et sociales du pays dans lequel se trouve le gisement. 3. Vérifier que l'extraction du minerai et celle du métal à partir du minerai sont techniquement et économiquement viables, tout cela en se basant sur une estimation des prix des métaux sur le marché dans un futur lointain. C'est donc au prix d'études techniques et d'investissements coûteux que l'industriel va établir qu'au moins une partie de la ressource peut être exploitée de manière rentable pour un certain temps, quelques dizaines d'années par exemple, et donc être transformée en réserve. Il n'y a aucun intérêt à investir dès le début pour s'assurer des réserves pour des 100 prochaines années, et ce même s'il sait que le gisement qu'il exploite est plus grand que la partie dont il a estimé qu'elle pouvait être exploitée de manière rentable. Donc retenez que les réserves sont la partie des ressources qui correspond à un critère de rentabilité qui est démontré. Tandis que les ressources, elles, peuvent être rentables ou ne pas l'être. Pour le savoir, il faut investir. Les ressources correspondent donc plus à un critère géologique qu'économique. Donc parfois, les industriels ont des difficultés à bien corréler demande et production. Prenons le lithium par exemple, dont la demande va exploser pour la fabrication de batteries, notamment pour les voitures électriques, et qui est un des métaux stratégiques de la transition énergétique. Le prix des batteries risque de ne pas diminuer tant que ça, car la production de lithium est trop faible sur les 15 prochaines années. Par contre, les ressources de lithium connues sont largement suffisantes pour faire venir cette transition, mais peuvent ne pas être exploitables pour de nombreuses raisons, environnementales, sociétales, économiques, légales, techniques, etc.
Vous voyez que l'enjeu n'est pas vraiment la ressource. Mais attention, attention, il ne faut pas repartir avec l'idée que du coup, allons-y gaiement, on peut consommer autant de matériaux que l'on veut. Pour une raison simple, la mine est par nature un objet très polluant qui nécessite beaucoup d'énergie et d'eau. Tous les minerais ne nécessitent pas la même consommation d'eau. Le cuivre est par exemple extrêmement gourmand en eau, cuivre dont on a tellement besoin pour les nouvelles énergies. Vous voyez sur ce graphique que le solaire est très gourmand en cuivre. Idem pour l'éolien pour lequel on a besoin de 87 tonnes de cuivre pour un parc de 50 MW. Pour le lithium nécessaire dans les batteries des voitures électriques, la quantité d'eau nécessaire est encore bien plus importante. Le pire étant l'or. Revenons à notre cuivre. Le Chili, premier producteur de cuivre au monde, Del Mundo, avec une production de 5,83 millions de tonnes en 2018, ce qui représente 27% de la production mondiale, eh bien ce Chili ne dispose pas de beaucoup d'eau à proximité des mines. 72% de sa production est dans la zone aride située au nord. Sa mine Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde, est autorisée à pomper 1400 litres par seconde d'eau du sol. La situation est assez dramatique. 76% de l'eau consommée est en tension. Avec les contraintes climatiques, ça va être bien pire. C'est déjà aujourd'hui tellement tendu que les compagnies minières se tournent vers le dessalement de l'eau de mer pour garantir leur approvisionnement en eau. Ça représente aujourd'hui 23% de l'eau consommée par les mines, mais il est prévu que la consommation d'eau issue du dessalement augmente de 290% à l'horizon 2028. Et comment on alimente les usines de dessalement ? Comment ? Eh bien, comme à Mérilones, avec une usine flambant neuve installée en 2019 qui tourne au charbon. Et après, on tire 150 km de pipeline d'eau et on monte l'eau à 1700 mètres d'altitude avec des pompes. Donc si je résume, on installe une usine au charbon pour dessaler l'eau de mer pour pouvoir extraire du cuivre, cuivre qui va permettre le développement des éoliennes et du solaire afin de consommer moins de charbon. On vit une époque formidable. L'énergie, parlons-en justement. De 2018 à 2025, la consommation énergétique des mines de cuivre au Chili pourrait augmenter de 80%, dont 30% de l'énergie produite sera dédiée à l'eau. En tout, ce sera 35,2 TWh consommés par les mines au Chili, soit environ 10% de la production des centrales nucléaires françaises pour vous donner un ordre d'idée. Ça fait environ 6 réacteurs nucléaires. Mais bon, là-bas, ce n'est pas du bas carbone, bien qu'ils aient décidé de développer les énergies renouvelables, ce qui améliorera un peu la situation. Mais ces industries veulent de l'énergie en continu, donc on aura encore pour longtemps ces usines à charbon. Il y a aussi tous les projets de MMR, les tout petits réacteurs nucléaires dédiés aux mines justement, qui pourraient être une solution, mais ce n'est pas demain la veille. Par contre, une chose fondamentale à comprendre sur les mines, on a tendance à exploiter d'abord les gisements les plus rentables, c'est-à-dire souvent les moins coûteux énergétiquement, avec des concentrations du minerai recherché élevées. Ce graphique le démontre. En vert, vous avez le cuivre, en bleu le nickel. Si vous partez de la droite, quand la concentration en métal du minerai est importante, on consomme une certaine quantité d'énergie. Mais quand vous allez sur la partie gauche du graphique, c'est-à-dire quand la concentration en métal diminue, on voit que ça fait exploser la quantité d'énergie nécessaire à l'extraction du cuivre et du nickel. La difficulté technologique et la dépense énergétique pourraient ainsi croître, rendant des ressources potentiellement non rentables. C'est-à-dire que ces ressources ne deviendront jamais des réserves, ou alors en engendrant une telle augmentation du prix des minerais que ça mettrait du plomb dans l'aile de la transition énergétique. Les mines amènent d'autres problèmes. La pollution locale par l'utilisation de produits chimiques, tels que le cyanure ou l'acide sulfurique, mais également due à des processus naturels qui libèrent de l'acide sulfurique. La pollution est due parfois à des dramatiques ruptures de barrages miniers, comme au Brésil, ou des ruptures de réservoirs d'eau contaminés, comme au Chili. Des déplacements de population, comme en Afrique de l'Ouest. De nombreux morts aussi. Si je prends les mines de cuivre, on a eu 36 morts en République démocratique du Congo en 2019, 50 décès en Afrique du Sud en 2016 et 30 morts par an au Chili depuis 15 ans. Sans parler des impacts sur la santé des populations locales. On peut tout de même nuancer, car toutes les mines ne se valent pas. Les mines actuelles en Irlande ou en Scandinavie sont souterraines et polluent extrêmement peu, en tout cas pas plus qu'une usine standard aux normes européennes. Les mines à ciel ouvert, elles, ont tendance à beaucoup plus polluer. Le concept de mine verte
voit le jour notamment en Suède et Finlande, qui sont des pays miniers très importants à l'échelle de l'Europe. Ce n'est pas que du greenwashing. L'idée n'est pas d'être plus écologique, mais juste moins sale, car aujourd'hui c'est vraiment très polluant. Mais qui peut croire à une mine éco-friendly, hein? Si vous me permettez une petite tirade politique au sens noble du terme, le meilleur moyen que les mines soient le moins polluantes est de réfléchir à leur modèle économique et de gouvernance, car aujourd'hui, bien souvent, les impacts de la pollution sont gérés par le public, alors que les bénéfices de la mine sont très souvent privatisés. On retient quoi de cette vidéo? D'abord qu'il ne faut pas confondre réserve et ressources. Réserves et ressources sont des nombres très dynamiques qui évoluent sans arrêt dans le temps. Plus nos connaissances géologiques augmentent, plus on a de ressources, et plus on réalise des études de faisabilité pour l'exploitation, plus on a de réserves. Donc quand on vous présente des données pour discréditer la transition énergétique, en vous disant « Ah bah tu vois, je t'avais dit, il n'y a pas assez de réserves pour ta transition énergétique », c'est faux. Le problème ne sera donc jamais les ressources de minerais, mais la diminution de la quantité d'énergie disponible pour aller les exploiter. En gros, plus de pétrole, plus de réserves. Il y a aussi des problèmes de quantité d'eau. Oh, tu te tais le merde là? Il y a aussi des problèmes de pollution et de quantité d'eau nécessaire qui risquent de freiner certains pays à augmenter leur production. C'est pour ça, si on veut vraiment être écolo, il faut ouvrir des mines en Europe. Ah, ça fait moins rire là, hein? Pourtant, regardez, il y a plein de ressources en Europe. Mais pour des raisons de coût et d'acceptation sociale, on préfère les mettre à l'autre bout du monde. Pourtant, dans le nord du Portugal, on pourrait par exemple potentiellement avoir une grosse mine de lithium, mais qui crispe la population locale. Je dis ça, mais est-ce que je serais heureux d'avoir une mine juste devant chez moi? Si on associe les citoyens aux bénéfices, pourquoi pas? Souhaitons que les citoyens de l'autre bout du monde, eux, soient associés. En attendant, si on veut moins de mines, consommons moins. Et oh, t'oublies pas le recyclage là quand même, ça pourrait résoudre tous nos problèmes, non? Ça tombe bien, c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous laisse, je dois aller casser du caillou. Ciao! Hey, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche.